ژیل پاروئل. دوستانم در اشراف به طور ویژه در قلب من جای دارند و وقتی به بازماندگان قتل عام 1367 گوش دادیم نتوانستم به همه آن افراد فکر نکنم که همین شهادت‌ها را با من در میان گذاشته بودند. Oui, merci Madame le Président de me donner la parole, d'avoir l'occasion de faire un petit coucou à mes amis d'Ashraf que je salue particulièrement et encore plus particulièrement ceux de l'unité numéro 6 que j'ai intégré plusieurs fois lorsque j'étais à Ashraf. Ce sont des personnes qui sont tout à fait proches de mon cœur et lorsque nous avons entendu tout à l'heure les rescapés de 1988, je ne pouvais pas ne pas penser à tous ces garçons que j'ai entendus il y a une vingtaine d'années et qui m'ont fait ces mêmes confidences et je vous permets de vous dire que cela m'a marqué particulièrement et peut-être que cela a orienté un peu le cours de mon exercice professionnel. Et peut-être que c'était mon expérience modeste de praticien, d'avocat depuis 30 ans auprès du peuple rwandais à la suite du génocide des Tutsis. Le génocide des Tutsis est quelque chose qui a marqué, et quand on parle de justice internationale, quand on parle de compétences universelles, on ne peut pas ne pas penser au génocide des Tutsis au Rwanda qui, il faut quand même le rappeler, a fait en 100 jours, du 6 avril 1994 au 4 juillet 1994, quelqu'un million de morts, soit à peu près 10 000 morts par jour, avec des armes qui sont restées traditionnelles. Ceci étant dit, fin 1994 au Rwanda, quoi qu'il en soit, j'y étais, et j'ai pu constater la misère de ce qu'était un génocide. J'ai pu entendre bien évidemment les témoignages des rares rescapés, et je me suis demandé ce que je pouvais faire, moi qui étais un simple bâtonnier de province en France. J'ai pensé que la première des choses était de restructurer la justice qui avait été complètement désolée, détruite, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de magistrats qui avaient été tués, il n'y avait plus de tribunaux puisqu'ils avaient été démolis, il n'y avait pas d'avocats parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent, il n'y avait que des mandataires judiciaires. Ce que je pouvais faire, c'était faire quelque chose au niveau de la justice. J'ai créé un barreau. Déjà, je pensais que c'était quelque chose d'important, la défense, c'était quelque chose d'important, le droit des victimes, c'était quelque chose d'important. J'ai entendu avec plaisir un certain nombre d'intervenants parler du droit des victimes. J'en parlerai tout à l'heure dans le cadre de la compétence universelle telle qu'elle est appliquée en France, et je pense que c'était véritablement essentiel. Le tribunal pénal international, pendant 20 ans à Arusha, c'est 92 personnes, autant que je puisse m'en souvenir, qui ont été mises en accusation. Bien évidemment, des personnes qui étaient les plus responsables, mais pas tous, pas toutes. Et puis 62 ou 64 personnes qui ont été condamnées. Voilà, pour 2 milliards de dollars, ce qu'a fait le tribunal pénal international. Alors, concomitamment, au Rwanda ont été créés ce qu'on appelle les gacaca, c'est-à-dire que ce sont des tribunaux qui sont populaires, villageois. Alors bien évidemment, ça ne répond pas aux critères internationaux de la justice, mais en tout état de cause, 1 million de personnes ont pu passer, être jugées. Le culte de l'impunité s'était terminé. Il fallait impérativement que la plus grande partie des Rwandais qui avaient participé au génocide des Tutsis, eh bien, puissent passer devant des tribunaux. Alors, mais mon problème, c'était tous ceux qui n'étaient pas passés devant le tribunal pénal international et ceux qui n'étaient pas passés devant les gacaca. C'est-à-dire ceux qui avaient suffisamment d'argent pour être partis, pour s'enfuir. Je ne vous donnerai pas tous les détails, mais dont une grande partie était dans notre France, dans le territoire de la France, dont le pouvoir politique avait peut-être quelques raisons de s'inquiéter de la suite des relations avec le Rwanda. Alors, le gouvernement rwandais m'a chargé
de le représenter pour les procédures d'extradition. Des plaintes avaient été déposées par des victimes, ici pour les génocidaires ou présumés génocidaires qui s'y trouvaient, qui étaient réfugiés. Et j'ai ainsi tenté d'extrader les personnes qui étaient responsables, dont des ministres, des personnes qui étaient des bourgmestres, des gens qui étaient importants et qui avaient réussi à venir en France. Et là, je me suis vu opposer un refus catégorique de la part de la plus haute juridiction française, c'est-à-dire la Cour de cassation. J'arrivais dans les chambres de l'instruction des cours d'appel de province d'avoir des avis positifs pour l'extradition de ces personnes qui avaient participé au génocide de 1994, et la Cour de cassation, à chaque fois, cassait en s'assurant du principe de l'égalité des délits et des peines associé à la non-rétroactivité des lois, puisque malheureusement, dans le code pénal rwandais, il n'existait pas d'incrimination du crime de génocide. Lui, il existait, mais il n'y avait pas de peine incriminant le crime de génocide, de telle sorte que la Cour de cassation a toujours refusé, sur le principe donc de la légalité des délits et des peines, d'extrader ces personnes. Alors ne restait plus qu'une seule chose, la compétence universelle. Nous en sommes à 7 procès. Le premier procès est intervenu lors de l'anniversaire, du 20e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, on a fait plaisir à Kigali, nos relations diplomatiques se sont améliorées et depuis lors, nous avons un certain nombre de procès. Mais avec cette particularité, vous avez entendu un certain nombre d'orateurs vous parler de la compétence universelle, c'est qu'elle n'est pas la même dans tous les pays. Et la compétence universelle apparaît pour beaucoup de nos exécutants comme étant un frein à cette diplomatie. La diplomatie, c'est le compromis, voire la compromission, l'opportunité, pour ne pas dire la complaisance, qui est un mot que vous connaissez bien, Madame la Présidente, et qui est tellement véridique. Donc la diplomatie ne va pas avec la compétence universelle. Ce qu'il en est de l'Iran, je suis aux côtés de l'opposition iranienne, de votre mouvement, Madame le Président, vous le savez, depuis 40 ans. Donc, je veux dire, vous êtes dans mon cœur et comme j'aimerais qu'il y ait une solution qui puisse être trouvée à toutes les exactions qui ont été commises par les... Ce que j'ai fait au Rwanda, ce que je fais au Rwanda depuis 30 ans, comme j'aimerais le faire pour vous, Je pense très franchement, au fond de moi-même, que la solution, en fait, elle est simple. C'est celle que nous souhaitons tous. C'est celle que vous accédiez au pouvoir le plus rapidement possible. Parce que, Madame le Président, vous pourriez alors vous affranchir de la justice internationale et de la compétence universelle pour traduire chez vous, devant vos tribunaux, les criminels qui ont endeuillé la justice en Iran si longtemps. Voilà, je vous remercie. Ladies and gentlemen, our next speaker is Shabnam Madadzadeh, a former political prisoner in Iran, who will present to you the case of Maryam Akbari Monfared. Thank you. Dear Mr. Rahman, honored guests and dear friends, and my brothers and sisters in Ashraf City. It is an honor for me to speak with you at this significant event, and I'm very grateful for this opportunity. I'm Shabnam Madadzadeh. I was a political prisoner in Iran for 5 years. On April 8, 2011, while I was in Gohardash prison in Karaj, I heard that the Quds Force had attacked Ashraf City, Mujahideen headquarters in Iraq during Maliki's regime. My sister and my brother, Akbar and Mahdi, members of the Mujahideen Khalq PMI, were martyred during this attack.
I spent extremely painful times. However, I made a vow with them to continue resisting on the path to freedom. Today, I don't want to speak about myself. Instead, I want to speak about my dear and brave friend, Mariam Akbari Monfared, whom I was in prison with, and Mr. Javed Rahman referenced in his great report. Mariam Akbari is a brave, resilient, and yet kind and humble woman prisoner. She has spent nearly 15 of the best years of her life in the regime's medieval prisons without a single day of leave. And this cruel captivity continues to this day. She is a member of the thousands of families seeking justice for the massacre of political prisoners in the 1980s, particularly the mass executions in 1988. Two of Mariam's brothers, Ali Reza and Ghulam Reza, were killed in the regime's prisons in 1981 and 1985, respectively. Another of her brothers, Abdul Reza, who was only 17 years old at the time of his arrest, along with her sister Rogaye, the mother of newborn baby, were hanged in 1988 during the massacre of political prisoners, along with 30,000 other prisoners. Abdul Reza's crime was distributing Mujahid newspapers. I first met and got to know Mariam after the Iranian People's Uprising in 2009 in the general ward of Evin prison. From the very first moment, her high spirit and laughter attract everyone to her. I witnessed Mariam's unwavering resistance. She was repeatedly tortured, deprived of seeing her 3 daughters, and denied the right to make phone calls from prison. Yet she stood firm. Once, at the beginning of her visit to her daughters, she was informed that it was forbidden for her to visit her family. She hugged her daughters and left visitation hall. Despite all inhuman tortures, in September 2016, she took the remarkably courageous step of seeking justice for her brothers and sister who had been executed in the 1980 and summer of 1988. In a letter from prison regarding this pursuit of justice, she filed a complaint against those responsible for the 1980s killing. She wrote, "As a family member of the prisoners who were executed in that dark era, I am one of the plaintiffs in this case and demand the uncovering of hidden aspects of my siblings' deaths, because I believe that discovering the truth and illuminating those events will prevent such crimes from happening again in the future." Throughout the time I was with her in prison, I witnessed martyred brothers and sisters, inspired her to resist and stand firm. I remember one day, after returning from visitation hall, I told her, "Mariam, I've just gotten to know Sarah, but it's hard for me to say goodbye to her. How you have endured being apart from her for so long?" She replied, "I always think of my sister Rogaye, how she was separated from her newborn baby and taken to be executed. I draw inspiration from her and remember all the mothers who have suffered." In her letter seeking justice, she wrote from prison, "I have suffered many hardships over the years, but my brothers and sisters who lost their lives are the stars of hope and symbols of love in my life, and I have learned to endure suffering and hardship from them." After her pursuit of justice, the interrogators, in human act, exiled Mariam to Semnan prison, 240 kilometers away from her family. Last year,
After enduring 14 years of torture, Mariam was sentenced to an additional 3 years in prison on 2 fabricated charges by the Ministry of Intelligence to prevent her release. The cruelty and wickedness toward this family have no end. In an act of complete cruelty and malice aimed at tormenting this family and breaking Mariam, in June 2024, one of the Khamenei's plundering organizations called the Executive Headquarters of Imams Directive opened a new case against Mariam's family. According to this case, all of Mariam's and her relatives' assets are to be confiscated and handed over to this organization. Despite all torture, Mariam is not alone. We are her voice and stand by her side. With hope for the trial for all criminals and the triumph of justice. Thank you all.